OK, ben bonjour à tous. Je suis contente de vous voir aussi nombreux en salle et dans la salle Zoom aussi. Donc aujourd'hui, on reçoit Marc Mengebier. Donc, Marc a fait sa maîtrise en océanographie à l'Université de Liège, hein, c'est ça? Et puis, un doctorat en océanographie aussi à l'Université Laval sur les productions primaires en milieu marin. Donc, ça date un peu de 95, n'est-ce pas, hein, Marc? Et depuis 96, pour ne pas te rajeunir, il est au ministère de la Faune, qui a changé de nom à quelques reprises, mais bon, ça ne dérange pas. Il travaille donc sur l'habitat du poisson dans le Saint-Laurent depuis toutes ces années-là. Il s'intéresse à des questions notamment sur les changements climatiques, la régularisation du débit du Saint-Laurent aussi, et aussi des pressions qui agissent sur le Saint-Laurent, et ce sera le sujet de sa conférence aujourd'hui, donc l'aménagement et les aménagements et gestion des poissons d'eau douce dans un Saint-Laurent sous pression. Alors, voilà, je te laisse. Merci. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. C'était l'occasion pour moi de découvrir votre beau pays puis de me rappeler que le Québec est grand. Je suis parti de Québec ce matin. Alors, voilà. Je travaille donc dans un ministère qui est relativement peu connu. Pour avancer, c'est le piton de droite, c'est ça? OK, parfait. Voilà, voici le plan de ma présentation. Donc, je vais vous parler du ministère dans lequel je travaille, qui est relativement peu connu. C'est sûr qu'on a changé de ministère à plusieurs reprises, donc je vais dire que l'entité qui est responsable de la faune au Québec. Je vais vous parler du système Saint-Laurent, un grand fleuve de ce monde, de différentes pressions, et puis aussi de plusieurs histoires à succès qu'on a développées dans le contexte du Saint-Laurent en particulier, un petit peu le lac Saint-Jean aussi. Donc, avant de commencer, j'aimerais bien vous faire un petit quiz. Est-ce que vous avez une idée de combien de pêcheurs récréatifs achètent leur licence chaque année? Oui, tu as vu une présentation tout à l'heure, tu n'as pas le droit de faire. Donc, c'est autour d'1 million. Donc, sur les 8,5 millions de Québécois, il y en a quand même une large proportion qui achètent un permis chaque année. Ça représente quand même beaucoup de jours de pêche. C'est une enquête qui avait été faite en 2010, qui date un peu, mais qui est quand même assez représentative des pratiques aujourd'hui. Ça fait beaucoup de poissons capturés, 40 millions. 8500 personnes employées à temps plein dans cette industrie, si on veut. Puis, des retombées économiques sont de plus d'1 milliard de dollars. Donc, c'est quand même pas rien, mais c'est peu connu. C'est pas vraiment su du grand public. Et ça nous amène à nécessairement devoir déployer beaucoup d'efforts pour être présents sur le terrain, pour faire des suivis de l'état des populations. Et ça représente aussi plusieurs défis. Donc, dans notre entité, Faune Québec, et puis plus principalement celle qui s'occupe des poissons, la faune aquatique, on est responsable de 118 espèces de poissons d'eau douce et migrateurs au Québec. Et on a une mission qui est double, qui est à la fois de faire de la conservation, mais aussi faire ce qu'on appelle de la mise en valeur. Il y a vraiment des aspects économiques aussi. Alors, quand on était avec le ministère des Ressources naturelles, vous comprenez qu'on jouait la carte de droite. Et maintenant qu'on est de retour avec le ministère de l'Environnement, c'est certainement plus la dimension conservation qui va prendre de l'espace. Et donc, toute cette gestion qui représente ces deux grands volets, elle est basée sur une science qu'on essaie de rendre la plus rigoureuse possible et des inventaires qui sont à jour. Donc, il y a deux façons essentiellement de faire les suivis d'état de la faune aquatique. C'est en travaillant sur des inventaires récurrents et aussi faire des projets de recherche. Donc, pour les inventaires récurrents, ce qu'on voit, c'est qu'on s'intéresse à l'état des espèces, des habitats et aussi même de la connectivité. C'est une dimension qui est importante. Puis dans les espèces, il y a des aspects, donc il y a des espèces à statut précaire, il y en a 24 24 poissons à statut précaire au Québec, puis plusieurs espèces sportives et commerciales, et puis on a gardé de l'espace aussi sur notre affiche poisson pour les espèces envahissantes, mais sans nécessairement vouloir les accueillir. Et donc, ces inventaires-là nous ont permis notamment, dans le chenal de navigation du Saint-Laurent, de nous rendre compte que
Il ne s'agit pas d'un désert faunique, mais que c'est un habitat qui est occupé aussi par certaines communautés de poissons qui sont différentes des communautés que l'on retrouve dans des milieux peu profonds. Donc, il y a des bons contrastes aussi, mais c'est un habitat qui est utilisé et qui est sous une certaine pression reliée aux activités maritimes. Du côté de la recherche, j'ai mis en point de forme assez rapidement là, toute une série de technologies qu'on utilise pour décrire finalement cet état de la faune. Il y a vraiment plusieurs aspects. On a développé plus précisément l'ADN environnemental récemment. C'est génial, c'est vraiment une méthode très sensible là, qui permet d'être dans un lac. Tu peux savoir en prélevant un litre d'eau, on filtre, les brins d'ADN se retrouvent sur un filtre et puis on est capable de déterminer en faisant de l'amplification quelles sont les espèces qui sont présentes dans le lac. Donc c'est quand même amusant comme technique là. Puis ça, c'est très sensible. Par contre, quand on est dans le fleuve, vous comprenez que si on avait immergé une cage avec des truites brunes, donc une espèce qui n'est pas présente dans le Saint-Laurent, puis on voulait voir le panache de dispersion de ces brins de molécules finalement. Et donc, on a pu, disons, avoir une idée de cette dispersion-là en travaillant avec un échantillonnage systématique et des transects pour voir de quelle façon ça se dispersait. Et ça suivait bien les modèles qui représentent les masses d'eau qui ont été développés par Environnement Canada. Il y a d'autres techniques rapidement, par exemple les otolithes. C'est très amusant. Un petit os de l'oreille interne qui grandit comme un arbre finalement. Donc, on est capable, quand on fait une tranche dans une otolithe, de voir des anneaux de croissance, des annulis. Mais ce n'est pas seulement des annulis annuels, ce sont un accroissement journalier. Donc, quand on prélève dans une larve de poisson, vous imaginez, ce n'est pas gros une larve là, on va prélever l'otolithe. Puis, à l'intérieur de l'otolithe, au cœur de l'otolithe, on est capable de déterminer le contenu géochimique. Puis, ce qui est amusant, la mer chaude, par exemple, au lac Saint-Pierre, trempe littéralement dans des masses d'eau différentes qui ont des contenus chimiques différents. On peut retracer où elle est née et ce qu'elle a parcouru comme habitat au cours de sa vie en faisant un transect qui part du noyau et qui va vers l'extérieur. Ce sont des techniques très intéressantes aussi pour répondre à des questions écologiques. On en verra une tout à l'heure. Avec télémétrie et autres. Donc, quand même beaucoup de techniques à jour et qui nous amènent aussi à être créatifs pour décrire cet état des populations. On développe beaucoup de partenariats dans notre unité. Peut-être que c'est lié au départ au fait qu'on a manqué de sous, mais par contre qu'on avait des moyens logistiques pour aller sur le terrain. Donc, ça nous a forcé peut-être on va dire ces partenariats-là, mais c'est devenu quand même une très belle habitude aussi. Et puis, c'est ce qui m'amène aujourd'hui à venir vous rencontrer. C'est un partenariat qu'on développe, que je développe de Clémenchion sur un volet acoustique maintenant. Donc, des partenariats universitaires, même avec les pêcheurs, c'est très utile avec les gens qui... Est-ce que ça va? Il y a l'air à vouloir rester affiché. C'est un petit peu étonnant. Ouais, sinon, si c'est juste affiché, Ouais. je peux me mettre devant. Puis, ces partenariats. OK, ça, en fait, ça empêche d'aller là. Je peux peut-être prendre la flèche, sinon, non, même pas. Non, c'est juste parce que je suis à côté. C'est dans la présentation. Ah, OK, d'accord. Penses-tu? Ouais, parfait, merci. Donc, c'est une question que je pose souvent aussi quand je présente à des... c'est vraiment important pour moi, tous ces aspects interdisciplinaires, pluridisciplinaires. Aujourd'hui, on peut difficilement s'intéresser à un système en travaillant tout seul de façon isolée. C'est nécessaire de s'associer finalement avec d'autres chercheurs pour couvrir des champs différents. Et donc, j'aime bien de poser la question aussi, s'il y a un sujet qui vous intéresse, quelle pourrait être votre contribution à un projet en particulier, mais de vous entourer aussi, quels seraient les autres experts qui pourraient vous entourer pour répondre à ces questions-là. Excuse, Marc, Donc, je vais vous présenter 3 exemples de recherche appliquée.
pour tout de suite. Là, on s'en va au lac Saint-Jean, terre natale de Karine, pour vous parler ici de la Wenaniche, qui en fait a été suivie pendant de nombreuses années. Et on a démontré qu'il y avait des cycles d'abondance, un peu comme on le verrait pour le lièvre, par exemple, ou bien pour le lynx. Dans ce cas-ci, ce serait le lynx, parce qu'en fait, la proie préférée de la Wenaniche, c'est les perlants. Et on voit qu'il y a des cycles qui sont déphasés de 90 degrés là, dans le temps par rapport au cycle d'abondance de Wenaniche. Et donc, disons que ces observations-là ont permis, disons, depuis 2008, de moduler la pression de pêche de la Wenaniche en fonction des conditions environnementales et du succès de reproduction de l'éperlan pour maximiser justement, en tout cas pour minimiser les extrêmes, pour essayer de limiter un peu ces extrêmes. On ne veut pas descendre trop bas. Tant mieux si on va haut, mais on ne veut pas descendre trop bas. Ça, c'est un premier exemple. Un deuxième exemple qui a été appliqué au lac en fait au Saint-Laurent, la question de régularisation du débit du Saint-Laurent. Je vais en parler plus loin, mais ça a été une occasion de développer une modélisation physique très précise dans le Saint-Laurent par Jean Morin et son équipe. C'est un chercheur qui travaille en Environnement Canada. Et donc, il a découpé le fleuve en petits éléments finis, très, très précis. Et disons qu'en ayant une meilleure compréhension de la physique, moi, je pouvais récupérer des variables physiques pour les réinterpréter en termes d'habitat du poisson. Ça veut dire qu'un niveau d'eau, une vitesse de courant, une profondeur, donner la lumière disponible au fond, même la présence de végétation représentent des variables d'habitat et qui peuvent s'avérer être bonnes ou mauvaises pour certaines espèces. Et donc, on peut produire des modèles, différents types de modèles statistiques ou autres pour représenter finalement cette qualité d'habitat du poisson. Ça a été fait pour le Grand Brochet, au lac Saint-Pierre. Ça a été également fait pour la perche chaude, puis ça nous a permis notamment de savoir où étaient les meilleures frayères au cours de 50 ans qui ont été reconstituées, par exemple, puis où sont aussi les habitats à restaurer. Si, par exemple, on sait que les agriculteurs plantent du blé d'Inde dans la plaine d'inondation, on est clairement en dessous de la récurrence dosant, donc on est clairement dans l'habitat du poisson. Puis ça pose problème. On a pu démontrer que c'était des milieux à fort potentiel et donc il y avait une priorité à mettre sur ces milieux-là pour la restauration. C'est un exemple. Troisième exemple, du côté de la connectivité des habitats, on sait qu'il y a dans le grand bassin du Saint-Laurent, depuis l'arrivée des colons, on a au-dessus de 4000 obstacles à la migration qui ont été installés, qui peuvent être des petits ouvrages, des ponceaux, mais qui peuvent être aussi des plus gros barrages. Et donc, quand on connaît la capacité de franchissement d'un poisson, et qu'on peut l'associer avec la description de tous ces ouvrages-là, on a une idée de ce qu'elle peut potentiellement atteindre ou pas. Donc, de quelle façon le territoire est fragmenté ou pas. Et ça peut nous aider à identifier aussi des endroits à restaurer. Donc, si on parle d'un arasement de barrage ou si on parle d'un milieu, justement, pour lequel on devrait choisir entre deux milieux à restaurer, on pourra voir justement, juste en surface, par exemple, l'implication que ça peut avoir. On travaille avec ces questions-là. Ça, c'était pour vous présenter un peu le milieu dans lequel je travaille. On aborde maintenant le Saint-Laurent, le système Saint-Laurent avec un contexte géographique. Donc, c'est un des grands fleuves de la planète. J'ose pas dire le 3e, le 20e, parce que ça dépend de la longueur, du débit, du bassin versant, etc. Mais clairement, on est dans les grands fleuves de la planète et parmi les plus grands fleuves en Amérique du Nord. On a une population québécoise qui, pour la plupart, vit le long du Saint-Laurent, donc crée des pressions par ses activités. On a une connexion qui était naturelle entre les Grands Lacs et l'océan Atlantique, donc une voie de migration qui est naturelle. Un chenal de navigation, on va le voir en détail tout à l'heure, qui a été creusé, qui fait au moins 250 mètres de large et 11,3 mètres de profondeur garantie. Des barrages, quand je le dis en anglais, c'est Goddam. Il y a en fait des barrages qui on a vu dans la diapo précédente, mais le plus important, c'est celui qui est situé ici à la sortie du lac Ontario, et un autre est une série de barrages aussi dans l'Outaouais. Amusant de savoir que l'altitude
du lac Ontario est à 75 mètres, que quand on descend au lac Saint-François, ben, on descend 30 mètres plus bas. Au lac Saint-Louis, on fait encore un autre saut à 21 mètres. Le port de Montréal, saviez-vous qu'il est juste à 8 mètres plus haut que Rimouski, 7-8 mètres à peu près. C'est pas beaucoup, là, comme pente entre Montréal et puis Rimouski, 500 km plus bas. Là. Donc ça explique pourquoi on est capable de retrouver même le signal de marée jusqu'à Montréal. Petit peu, là. C'est de l'ordre du 1 à 2 cm au port de Montréal, journalier, 12 cm avec les marées semi-lunaires. Mais donc, on a une marée importante qui s'exprime dans ce milieu-là, qu'on a l'habitude de diviser en plusieurs portions, finalement. Donc, il y a la portion qui est typiquement fluviale. C'est moi, ce que j'appellerais le fleuve Saint-Laurent, ce serait cette portion-ci jusqu'à Trois-Rivières. Après, j'appellerais ceci l'estuaire fluvial, parce que c'est de l'eau douce, mais qui est sous l'effet de la marée. 6 mètres, quand même, 5-6 mètres de marée à Québec. Ensuite, un estuaire moyen, puis un estuaire maritime. L'eau devient plus salée tout d'un coup. Donc, quand on est au lac Saint-Pierre aussi, avec cette vue aérienne, que ce soit en avion ou que ce soit en partie d'un satellite, on voit qu'il y a des masses d'eau qui courent les unes à côté des autres et qui sont en fait les panaches des différents tributaires du Saint-Laurent. Et donc, ce que vous voyez, l'eau ici, que vous voyez, c'est l'eau de la rivière des Outaouais, mais qu'on retrouve et qui court côte à côte avec l'eau des Grands Lacs, puis avec les autres panaches de la rivière Richelieu, Yamaska, Saint-François et autres. Donc, ces panaches-là, comme il y a un faible mélange latéral, ben, ils coexistent. Et donc, ils ont des propriétés physico-chimiques qui sont très contrastées. Et donc, ça représente des milieux complètement différents. Si vous avez un doré qui est sensible à la lumière et qui se retrouve dans un milieu turbide, une eau turbide, ben, ça ne le dérangera pas de rester en surface. Par contre, s'il s'en va dans les eaux claires qui proviennent des Grands Lacs, ben là, il va peut-être avoir tendance à aller plutôt au fond. Donc, c'est un exemple, mais pour dire qu'il y a une hétérogénéité qui est importante vraiment dans différents secteurs pour différentes raisons. Et cette hétérogénéité, elle influence à toutes les activités essentielles du cycle vital, et donc en particulier la diversité des espèces et aussi l'abondance de ces espèces-là. Donc, leur recrutement, survie et puis les pêches également. Là, on va s'intéresser au débit du Saint-Laurent, dont la variabilité est essentiellement reliée au climat, puis en partie, beaucoup moins par la régularisation. Donc, je vous montre ici une série temporelle de 150 ans qui indique qu'il y a eu des périodes de haut niveau, des périodes de bas niveau historiques. Il y a des cycles d'une trentaine d'années qui ont été identifiés. Puis, par contre, on sait peu quel pourrait être justement, à quoi pourrait ressembler ce régime hydrique relié au changement climatique, mais il y a plusieurs auteurs qui s'entendent pour dire que la quantité d'eau qui est dans les Grands Lacs et dans le Saint-Laurent pourrait diminuer jusqu'à 40%, notamment parce que la période de glace est réduite, donc on a une période plus importante pour l'évaporation et qui crée on va dire un déficit dans le bilan hydrique. Mais bon, il n'y a pas de réponse exacte. On sait aussi qu'on peut s'attendre à plus de variabilité dans le système, avoir plus d'eau qui coule en hiver, peut-être des crues pas nécessairement plus élevées non plus si on a déjà eu un stock d'eau qui s'est écoulé. Ça, c'est un exemple de 2019, mais on en voit quasiment chaque année ces temps-ci. Donc, vous avez le max, la médiane, le min, puis on voit que cette année-là, le Saint-Laurent s'est tenu quasiment, il a même dépassé à plusieurs reprises le max historique. Même chose pour la rivière Richelieu qui a débordé complètement en étant en hiver. En tout cas, c'était en janvier, je pense. Je ne me souviens plus, mais en tout cas, on sort régulièrement des bornes historiques établies, des fois par plus de 30 ans. Les normes climatiques sont de 30 ans. C'est une fenêtre qui se déplace tous les 10 ans, mais on peut remonter à plus loin pour se rendre compte qu'il y a on est en train de bousculer beaucoup la variabilité qui était connue auparavant. Okay. La régularisation, j'en parle ici. Donc, vous avez en fait le système Saint-Laurent, puis si on est à Sorel, ce qu'on voit, c'est que le débit moyen à Sorel ressemble un peu à ceci. Donc, on a un coup d'eau qui survient à peu près en avril-mai,
puis qui se calme ensuite. Puis ça, c'est les mesures qui ont été prises après l'implantation du barrage ici à Cornwall, à la sortie du lac Ontario. Donc, on a finalement un signal, puis on pourrait se dire, ben, à quoi ressemblait le signal? Je ne sais pas si vous le voyez bien, là, la courbe en vert, elle montre dans le fond la marge de manœuvre qu'on a au niveau du barrage, parce que voici en vert à quoi aurait ressemblé le débit s'il n'y avait pas eu de barrage. Donc, on aurait plus d'eau au printemps, moins d'eau en été. C'est évidemment ce qu'on tente de faire quand on régularise, c'est qu'on veut limiter les inondations au printemps. Donc, on essaie de désynchroniser la crue du Saint-Laurent avec celle de la rivière des Outaouais, parce que quand l'Outaouais sort de son lit au printemps, là, c'est beaucoup d'eau. C'est autant d'eau que ce qui sort dans le Saint-Laurent, mais ça ne dure pas longtemps, ça dure quelques semaines. Donc, puis on veut faciliter la navigation en été. Donc, on est capable de donner des coups d'eau. Le robinet du Saint-Laurent, si on l'ouvre, mettons, de 1500 mètres cubes secondes, c'est à peu près le maximum qu'on peut ouvrir. Pendant, mettons, quelques jours, ben, on peut créer une vague qui va atteindre 20 cm au lac Saint-Pierre. Donc, ça vous donne une idée un peu des marges de manœuvre. On a un gros bateau qui arrive dans un secteur un peu raboteux. On est limite au niveau de la colonne d'eau. On est capable de créer littéralement une petite vague qui va durer une journée ou deux, sur laquelle le bateau, entre guillemets, va pouvoir surfer jusqu'à Montréal. L'Outaouais a été régularisé. C'est vraiment un tributaire super important dans le Saint-Laurent. Puis, il a été régularisé en 1911, puis c'est dommage qu'on ne le voit pas mieux, mais regardez à quoi ressemblerait aujourd'hui le signal hydrique dans le Saint-Laurent si on n'avait pas régularisé l'Outaouais. On aurait des crues qui seraient, mettons, 80 cm plus haut à Sorel, dans une plaine inondable très vaste, puis qui durerait 3 semaines de plus. On voit qu'il y a un décalage de 3 semaines ici. Donc, c'est sûr qu'il y a eu des interventions importantes qui ont été faites dans la rivière du Soleil et qui ont modifié de façon significative le signal hydrique dans le Saint-Laurent. Ces cycles, on les retrouve aussi dans les sédiments. C'est une carotte de sédiments qui a été prise au lac Saint-Pierre et on en retrouve jusque dans les années 1300. Donc, il y a eu, je pense, 18 cycles d'une trentaine d'années. On a déjà connu des périodes de très bas niveau dans les années 1400. Donc, ce n'est pas exclu qu'on y retourne, que le système y retourne à un moment donné. Donc, on voit que c'est très dynamique de façon naturelle. Amusant, juste pour l'anecdote, les curés prenaient beaucoup de notes. Et il y en a qui ont noté les ponts de glace, quand les ponts de glace étaient visibles et, disons, leur durée. Alors, on peut voir que d'un point de vue climatique aussi, on a des traces qui ont été reprises, mais sous cette forme de pont de glace près de l'île d'Orléans, dans ce cas-ci. Moi, j'ai travaillé presque, il y a une vingtaine d'années, j'avais travaillé sur l'éperlan arc-en-ciel. Puis, on s'était posé la question de savoir si les débarquements de l'éperlan étaient influencés par le climat. Puisqu'on avait finalement une courbe qui montrait les débarquements avec un intérêt croissant pour l'éperlan. Puis, une belle période, hein, les gens allaient au port de Québec avec des lanternes le soir pour pêcher des éperlans. Puis, à un moment donné, on avait attribué cette baisse-ci à la perte d'habitat, notamment, puis toute une série de pressions qui dataient des années 60 aux années 80. Ce qui est amusant, c'est que Louis Bernatchez a trouvé qu'il y avait en fait deux populations d'éperlans arc-en-ciel, celle de la rive nord et celle de la rive sud. Et quand on sépare les signaux de débarquement des deux populations, ben, on retrouve le fameux cycle de 30 ans. Donc, on voit qu'il y a une influence importante sur le recrutement, on va dire, et l'abondance de cette espèce-là dans le Saint-Laurent. Ici, je vous présente une photo d'un notaire qui s'appelait Amable Morin, du très aimable Amable. J'ai envie de dire, mais vous savez qu'à l'époque, on ne faisait pas beaucoup de selfies, donc la première photo qu'on sortait, il fallait qu'elle soit très sérieuse. Il a été génial, cet homme-là, parce qu'il habitait dans le coin de Kamouraska et il a pris des notes tous les jours pendant 30 ans. Il avait une pêche à anguilles et il a pris des notes tous les jours, mettons du mois d'août au mois d'octobre, pour dire combien d'anguilles il prenait. Et ce qui est amusant, en fait, c'est qu'on a pu comparer une période ancienne avec une période contemporaine et on a pu démontrer en fait que la migration débutait plus tard auparavant qu'aujourd'hui.
Puis ce que j'ai fait, l'analyse que j'ai fait avec mes co-auteurs, c'est de dire on va sélectionner maintenant dans toutes ces données-là les extrêmes pour dire ben, qu'est-ce qu'on peut associer à une dévalaison hâtive ou une dévalaison tardive comme condition de température ou de débit. Et on a vu que dans les deux cas, la température et le débit jouaient un rôle important aussi. Donc, merci Amable. Et son travail nous a bien aidés. Mortalité massive de carpe en été 2001 avec Valérie Ouellette, que tu connais, Audrey. Elle a fait son doctorat justement sur cette question-là. Le Saint-Laurent a été frappé par une mortalité massive en 2001 qu'on a pu, disons, diagnostiquer de la façon suivante. Il n'y avait pas de pathologie. Des vétérinaires ont été associés à cette question-là pour savoir s'il y avait un virus particulier ou quoi, mais on n'a vraiment rien trouvé de particulier. Par contre, les températures et les niveaux d'eau observés sortaient complètement des fréquences, on va dire, très rares. Et donc, les carpes venaient de se reproduire quelques semaines plus tôt. Vous imaginez finalement que vous demandez à une dame qui vient d'accoucher de résister à des virus ou à des conditions, en tout cas, très difficiles. C'est un peu ce qui s'est passé. Les carpes étaient épuisées suite à la reproduction, puis elles n'ont pas eu d'autre choix que de subir les conditions adverses qui régnaient dans le fleuve à ce moment-là. Et donc, Valérie s'est intéressée à reproduire l'habitat de frai qui était disponible durant ces années-là, puis de voir s'il y avait une possibilité éventuellement de trouver des refuges thermiques et s'ils existaient encore la fameuse année où il y a eu une mortalité, ce qui n'était pas le cas. Donc, ça a quand même bien fonctionné cette modélisation-là pour répondre à ces questions-là. Alors, ouais, c'est ça. Tout à l'heure, je vous parlais des otolithes puis des masses d'eau. Donc ça, c'est une expérience qu'on a fait. On se demandait, est-ce que les larves de perche chaude peuvent traverser un fleuve où on a un courant d'1 mètre par seconde au centre dans le chenal? Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a prélevé des larves dans différentes régions, dans différentes frayères. Donc, juste à l'éclosion des œufs, la larve avait quelques jours. On a prélevé des otolithes pour déterminer des signatures des lieux de naissance. Puis ensuite, 150 jours plus tard, donc à la fin de la saison, on est allé repêcher des juvéniles et on a remarqué en fait qu'il y a des juvéniles qui étaient pêchés à Nicolette, mais qui étaient nés à Masquinongé. Bon, je prends un raccourci là, mais c'est pour vous dire que finalement, cette chimie élémentaire, finalement, les empreintes élémentaires dans les otolithes, elles permettent de répondre à des questions super intéressantes en écologie de pêche ici. Je vais prendre un petit coup d'eau. Alors, on aborde un chapitre concernant les pressions. Le premier, en fait, voici un tableau assez synthétique des différents types de pressions physiques, chimiques ou biologiques qui peuvent agir sur l'habitat du poisson. C'est sûr que dans les pires effets, si on a une perte d'habitat ou une perte de connectivité ou d'accès, et puis des mortalités directes, ce sont les pires. Mais on va voir aussi qu'il y en a qui sont perturbants et qui peuvent, s'ils agissent de concert, créer des problèmes dans le système. Donc, du point de vue physique, le fleuve a été profondément transformé depuis 1847. Donc, il y a eu des dragages massifs entre Québec et Montréal. Donc vraiment, c'est dans la portion qu'on appelle le chenal de navigation, parce que ceci, on l'appelle la voie maritime donc, du port de Montréal en montant. Puis, dragage massif, on veut récupérer de la colonne d'eau, mais qu'est-ce qui se passe quand on creuse? On abaisse le niveau aussi. Donc, on n'a pas toujours exactement les gains qu'on voudrait. On est capable d'aller en gagner de la colonne d'eau en creusant, mais pas partout. Et il faut imaginer que le fleuve, c'est un peu comme un escalier. Si vous rabotez toutes les arêtes, le niveau il va descendre à grandeur aussi. Okay? Fait que là, il a fallu. Donc, ça montre un peu les étapes de creusage. Donc, de creusage à 4,3 mètres et d'élargissement. Donc, vous voyez que les dernières interventions, elles étaient quand même assez contemporaines dans le système. Puis, c'est un exemple au lac Saint-Pierre du creusement du chenal de navigation. On voit là que ça a été quand même important. On a retrouvé des cartes qui datent de 1844 dans lesquelles il y avait 70 000 sondages au fil à plomb.
Ça a pris 3 étés de temps, sur des petites chaloupes pour aller prendre la mesure qui devait évidemment rapporter en fonction de la hauteur du niveau d'eau, parce que le niveau d'eau, il change d'une journée ou d'une semaine à l'autre. Et ils ont réussi à faire une carte qui était superbe, sur laquelle on a pu se baser pour dire, voici à quoi ressemblait le lac Saint-Pierre en 1844. Et après ça, on y va par étapes pour les élargissements. Donc, il a fallu, pour remonter aussi un peu les baisses de niveau d'eau, créer des barrages, des reversoirs. C'est quoi? C'est des barrages de pierre dans le secteur de Sorel. Il y a toute une série de barrages de pierre pour forcer l'écoulement de l'eau à aller dans le chenal principal. Et ça remonte le niveau d'eau d'une douzaine de centimètres jusqu'à Montréal. Tous les travaux de l'expo, donc je vais passer assez rapidement, mais c'est sûr que la construction du métro, pour construire un métro, on doit excaver. Quand on excave, on a du matériel en trop, on construit des îles, comme l'île Notre-Dame, par exemple, mais on prélève du gravier dans le fleuve pour pouvoir faire du béton. Fait qu'il y a eu quand même on va dire, des interventions importantes dans le grand secteur de Montréal et sur le fleuve depuis, on va dire, les 80 dernières années maintenant. Ouais, ça c'est le barrage. Bon. L'anguille a décliné fortement depuis qu'il y a eu l'érection du barrage ici dans le secteur de Cornwall. Si vous voulez, on en reparlera plus tard parce que ça peut être une longue histoire, mais ces interventions physiques ont provoqué le déclin de l'anguille qui a pu être observé par plusieurs indicateurs. Donc, après ça, donc rupture de connectivité, donc rupture un peu du cycle de vie, si on veut. Depuis 400 ans, on a perdu beaucoup de milieux humides autour de Montréal. Il y a un apport de nutriments important dans les fleuves, dans le fleuve, puis dans les effluents aussi. Nous, on a un indicateur qui s'appelle DELT, la déformation, érosion, lésion, tumeur. C'est pas mes plus belles photos pour aujourd'hui, mais ce qui nous permet on va dire, de donner un score relié à justement ces problèmes qui peuvent apparaître sur les poissons, qui peuvent être reliés de différentes façons. On est épaulé par les vétérinaires de Saint-Hyacinthe pour identifier justement ces lésions, etc. La pêche chaude aussi, la pêche a complètement décliné depuis les années 94 aussi, malgré des recommandations qui ont été faites. Il y a des choix politiques qui ont été faits pour disons, conserver une pression de pêche et ça n'a pas aidé. Là, je vous montre des photos aériennes qui ont été prises dans les années 50 et grâce auxquelles on a pu faire une catégorisation un peu des milieux de l'utilisation du sol, si on veut. Puis regardez, dans le fond, ce qu'on voit ici, c'est qu'en rose, en rouge, c'est les cultures annuelles qui ont complètement remplacé les cultures pérennes qu'il y avait avant. Donc, il y a eu vraiment une augmentation de pression énorme, mais pas n'importe où. Regardez, on est dans la plaine inondable. Ce que je vous représente ici, c'est en fait l'habitat en jaune, c'est l'habitat de 1998 qui a été simulé en fonction de ce qui était disponible comme utilisation du sol l'année d'avant. Donc, dans le fond, la perche chaude et le frais au printemps, c'est la végétation de l'automne d'avant qui est importante. Donc, on a vraiment superposé deux images tout à fait compatibles pour faire ce calcul-là. On voit qu'il y a 5000 hectares qui sont perdus dans la plaine d'inondation et on voit très bien où ils sont localisés pour leur restauration. Là, je vous ai parlé tout à l'heure, je reviens à un graphique qu'on a vu tout à l'heure. Je rajoute une chose, en fait, le brochet ferait tôt au printemps. Puis lorsqu'il dépose ses œufs, disons dans le régime actuel, une année sur deux, le niveau baisse après qu'il ait déposé ses œufs. Il faut comprendre que pour que les œufs se développent, il va falloir au moins 2 semaines, 3 semaines à peu près. Puis on a des larves qui sont peu mobiles, donc mettons une quarantaine de jours. Donc on espère, après le dépôt des œufs, d'avoir au moins un niveau stable pendant une quarantaine de jours pour que les larves puissent se développer puis qu'elles ne soient pas emprisonnées ou asséchées. Et donc, dans le régime actuel, on a une année sur deux une baisse de niveau, l'autre année une stabilisation. Mais avant, on avait une année sur deux stabilisation, l'autre année une augmentation. Donc, vous voyez que ce régime a un impact important sur la survie aussi, le recrutement de la bête.
Et le brochet est une espèce indicatrice, là, mais il y a une quarantaine d'espèces, la plaine d'inondation. Une autre pression importante, les espèces aquatiques envahissantes. Là, on a eu beaucoup d'émotions de voir une carpe de roseau, qu'on appelle les carpes asiatiques. Là, il y a 4 espèces, en fait. Une carpe de roseau qui a été trouvée par un pêcheur dans le coin de la Valtrie, donc entre Pantigny et la Valtrie, je pense que c'était en 2018. Puis ça nous a amené à développer une section, une division chez nous pour s'intéresser aux espèces envahissantes. C'était comme le dernier coup de pouce, si on peut dire, pour s'y intéresser d'une façon plus importante. Puis il y a d'autres espèces qui ont envahi le fleuve. Le gobier tache noire, ça a pris 5 ans pour qu'il envahisse les Grands Lacs et un autre 5 ans pour le fleuve au complet. La tanche est présente, le gardon rouge aussi. Donc il y en a d'autres qui sont là et qui bousculent les voies de transfert d'énergie, du réseau trophique ou même de contaminants aussi. Puis j'ai rajouté plus récemment cette diapo-ci, en fait, qui représente le travail qu'on est en train de développer, un programme de recherche qu'on est en train de développer avec le labo de Clément en Chion. C'est une affiche qu'on a présentée à un congrès qui a lieu tous les 3 ans. La dernière édition a eu lieu à Berlin au mois de juillet dernier et qui représente, disons, plusieurs sources de bruit que l'on peut retrouver dans le fleuve, dans les eaux douces, et puis particulièrement ici le lac Saint-Pierre. Donc, on voit qu'il y a la navigation commerciale qui emprunte ce chenal de navigation, mais qu'il y a beaucoup aussi de petits bateaux de plaisance qui bougent beaucoup le long du chenal pour pêcher en été, mais aussi dans l'archipel. On s'intéresse au bruit portuaire également. C'est là où il y a des petites étoiles vertes, mais on ne les voit vraiment pas bien, là. Il y a un fuge phonique ici. Puis, pour ceux qui ne le savent pas, il y a probablement quelques milliers d'obus non explosés au lac Saint-Pierre qui doivent être, on va dire, soit désamorcés ou en tout cas, il faut nettoyer faut littéralement nettoyer le problème, là. Et donc, on a le choix. Si l'obus est suffisamment safe, il peut être emmené dans un bunker terrestre et être explosé là-bas. Mais s'il ne l'est pas, il faut le faire sauter dans l'eau. Alors, moi, quand je parlais des différentes sources ici, disons que si je m'arrêtais là, on comprend que les dommages pourraient être probablement moins forts. Mais là, étant donné qu'on avait aussi ce volet d'obus non explosés, j'ai inclus aussi qu'il peut y avoir des dommages pas seulement sur le comportement ou créer du stress, par exemple, mais qu'il peut y avoir aussi des problèmes anatomiques ou même la mort reliée à une explosion. Donc, il faut bien encadrer ces opérations-là. Puis, le laboratoire de Clément et nous-mêmes, on est très actifs là-dedans pour fournir l'expertise, puis essayer d'encadrer justement ces opérations-là pour que la pêche à la dynamite, ça fonctionne bien. Là, on veut pas ça. Donc, ça, c'est un aspect qu'on est en train de développer présentement avec le labo de Clément. Du côté des succès, voici un premier exemple. Donc, les 2 espèces d'esturgeons, l'esturgeon jaune et l'esturgeon noir, avaient un avenir plutôt incertain là, dans les années 70. Puis, c'est à coup de nouvelles connaissances, de suivi, mais aussi de suivi de la bête, mais aussi de suivi des grossistes et de toute la chaîne de commercialisation. Parce que des fois, on avait des pêcheurs qui pêchaient des esturgeons en Abitibi et qui les vendaient dans les marchés à Montréal. Donc, ça mêlait un peu les cartes, là. Donc, il y a eu une espèce de gros mélange qui a été fait dans toutes ces questions-là et une acquisition de connaissances importantes aussi qui a permis notamment de créer des frayères, des nouvelles frayères. Il y a une frayère de 8000 m² qui a été faite dans le secteur de la Rivière des Prairies. Par exemple, il y a probablement qu'on va aller faire un petit tour au printemps prochain, on va essayer. Et qui ont permis de voir à un moment donné de supporter la population finalement, ou les populations, parce que ça se peut qu'il y en ait plusieurs. On sait qu'il y a une dizaine de frayères dans les tributaires du Saint-Laurent, pas seulement dans le fleuve lui-même. Puis donc ça a aidé, ça a donné un coup de pouce à l'espèce finalement pour remonter une pente qui était un peu incertaine. Donc maintenant, on peut dire assurément que l'esturgeon jaune dans le Saint-Laurent va bien, alors que juste de l'autre côté, en amont dans le barrage,
on parle de la même population génétique, mais elle est quasiment complètement plantée, puis elle a un statut précaire dans le lac Ontario. Bon, pour les espèces aquatiques envahissantes, les actions qu'on peut faire surtout, c'est de la prévention. Donc, on développer une expertise et puis faire de la prévention. Puis, ben, ça nous amène à nous poser des questions qui nous empêchent de dormir parce qu'avant, on se disait les barrages, ils fragmentent le paysage. Mais aujourd'hui, on est peut-être content qu'il y ait des barrages à certains endroits parce qu'ils empêchent ces espèces envahissantes de remonter. Donc, on veut araser les barrages, si on veut les enlever, ben, il faudra se poser la question de savoir quelles pourraient être aussi les conséquences reliées à la présence d'espèces envahissantes, par exemple. Donc, il y a une réglementation aussi qui a été faite sur l'utilisation de poissons à pas. On n'en veut plus des poissons à pas vivants maintenant parce que clairement, en allant en fin de journée, quand on a fini de pêcher, qu'est-ce qu'on fait avec les poissons à pas? Ben, on les balance dans le lac en se disant ben, ils vont se faire manger, mais ils ne se font pas manger, ils se développent, puis finalement, ils représentent eux-mêmes un stress sur l'écosystème local. Nous avons aménagé également plusieurs passes migratoires de tailles différentes. Et donc, on voit ici le barrage de Beauharnois qui a une passe migratoire de chaque côté pour l'anguille. On voit ici, là, on est dans le Richelieu à Saint-Ours, une passe migratoire. Les portes font à peu près 8 pieds de haut, donc c'est quand même assez grand. C'est un bel ouvrage pour lequel on a réussi à démontrer qu'il est quand même efficace pour plusieurs espèces, qui n'est pas simple. C'est pas simple, pourquoi? Parce qu'on comprend que quand on regarde la forme des poissons, ils n'ont pas tous la même capacité natatoire. Il y en a qui migrent le jour, d'autres qui migrent la nuit. Il y en a qui veulent les aloses, elles sont capables de se déplacer dans un jet de 7 mètres secondes. Alors que les saumons aussi ont une forte capacité natatoire. Le grand brochet, même s'il est capable de bons sprints, lui, si le seuil dépasse 15 cm de haut et qu'il y a trop de courant, il n'ira pas, tout simplement. Donc, voilà plusieurs caractéristiques naturelles qui, disons, il n'y a rien qui remplacera un passage naturel. Okay? Donc, quand on fait une passe migratoire, c'est parce que ce n'est pas la panacée. C'est jamais la panacée, mais c'est mieux que d'avoir un barrage brutal, là, si on veut. Là. Et donc, il y a des travaux qui ont été faits dans le secteur de Repentigny. Donc, on voit ici la rivière des Outaouais qui est devenue la rivière des Prairies, des Mille-Îles, le Saint-Laurent. Dans ce secteur-ci, vous voyez qu'on n'est plus tout à fait dans la pleine nature. Il y a vraiment un fort contraste ici. Il y a des terrains, plus de 100 hectares qui ont été récupérés pour faire des marais, donc une petite forêt, puis des marécages, des marais. Et pour pouvoir accéder à ce marais-ci, on voit ici qu'il y a un chemin là, en S, là, qui est en fait une passe migratoire qui a été designée il y a une quinzaine d'années maintenant. Et donc, l'idée, c'était de créer une quinzaine de bassins pour franchir une quinzaine de centimètres, donc un peu plus de 2 mètres finalement de différence entre le fleuve et puis le marais. On a testé plusieurs échancrures sur ces seuils-là pour voir ce qui pouvait convenir le mieux, le plus largement finalement, un plus grand nombre de poissons. Plusieurs débits aussi, puis également des différentes petites structures comme des déflecteurs pour voir si en créant des contre-courants, on ne pourrait pas aider les poissons à franchir. Il y a plusieurs tests. C'est important quand on a construit une structure d'aller faire le suivi pour savoir si ça marche aussi. C'est arrivé vraiment très souvent là, qu'on construise des trucs, qu'on fasse une frayère parce qu'on pense que tel type de gravier va bien convenir, mais sans nécessairement avoir toujours les moyens non plus de faire le suivi. On essaye maintenant systématiquement, si on en fait moins, d'avoir au moins des exemples qui démontrent qu'il y a un succès. Donc, on voit une fois que la végétation a été implantée, à quoi ça peut ressembler. L'eau est plus claire. Quelques printemps plus tard, il y a une tour d'observation, et on ajoute le volet écotourisme. Un autre exemple, le principe de la modélisation des habitats ici, c'est que dans le fond, on a besoin d'échantillonner sur le terrain pour avoir des présences ou des absences de poissons. On a besoin d'avoir une description de la physique. Et quel que soit le modèle qu'on utilise, que ce soit un modèle statistique ou autre, de préférence d'habitat, modèle à logique floue, après ça, on devient capable de faire des prédictions. Et ces prédictions, elles permettent de répondre à toute une série de questions. C'est souvent en termes de potentiel. On n'a pas nécessairement
la perspective de vouloir représenter comment un écosystème fonctionne. Mais par contre, ce sont des outils qui sont très précis pour dire si le niveau d'eau est 1 cm ou 2 ou 10 cm plus haut, quelle va être la surface d'habitat occupé et la qualité de ces habitats aussi. C'est dans ce sens-là que ça a été développé. Pour la modélisation de la fraie du Grand Brochet, on est allé chercher, je vais chercher à fouiller un petit peu dans la littérature pour voir quelles étaient les meilleures conditions. Donc, il fallait déterminer une date de maximum de frais qu'on a pu le faire, qu'on avait dans l'eau et puis qu'on a pu transférer dans l'air. Donc, on a pu dire lorsqu'on a accumulé suffisamment de degrés jour pour être au-dessus de 80 degrés, donc des degrés jour au-dessus de 5, et qu'on a atteint un maximum journalier de 8, là, on peut dire, OK, je suis à mon maximum de frais. Donc là, je connais ma date. Donc là, je peux regarder, rétrocalculer dans toute ma série quelles étaient les dates de frais d'une année à l'autre et de connaître le débit aussi qui coulait au moment de cette date de frais et donc de déterminer l'habitat qui était disponible. C'est en jouant un peu avec ces facteurs-là qu'on a pu créer les cartes que vous voyez. Et puis vous voyez que d'une année à l'autre, on a des situations qui varient quand même beaucoup. Donc, c'est ça qui nous a permis de sélectionner les meilleurs scénarios de gestion, de pouvoir dire, si vous gérez comme ceci ou comme ça, il va y avoir tel temps ou tant de pertes. Et je suis très heureux de ce résultat-là parce qu'en décembre 2016, on avait débuté l'étude en 2000. Donc, 16 ans plus tard, la Commission mixte internationale a ajouté des critères environnementaux pour des débits plus naturels qui étaient basés sur notamment le travail qu'on avait développé sur le Grand Brochet dans le système. Ça, c'était vraiment une bonne nouvelle. Il faut être patient des fois. On n'a pas nécessairement une application immédiate, mais voilà, c'est un message camouflé dans ma présentation là, je ne sais pas. Marée aménagée. Donc, on voit que le long du fleuve, il y a des milieux, des plaines inondables. On est ici dans le coin de Saint-Barthélemy, l'autoroute 40. Le fleuve coule dans ce sens-là ici. Et on voit qu'il y a des structures qui ont été implantées par Canard illimité, des digues, en fait, qui étaient là pour compenser des pertes d'habitats de sauvagines dans les années 70. On s'est rendu compte assez rapidement qu'au printemps, les poissons y avaient accès, puis qu'ils se reproduisaient très bien là-bas, mais seulement le problème, c'est qu'une fois que l'eau s'était retirée, ils étaient entrappés, enfermés dans ces milieux-là. Donc, il a fallu développer des façons d'ouvrir des vannes, mais tranquillement, parce que quand tu ouvres la vanne trop vite, le poisson il remonte. Donc, il faut l'ouvrir tranquillement pour disons, que cette production-là supplémentaire puisse rejoindre le fleuve et soit libérée au fleuve. Puis, il y a des travaux qui sont faits aussi dans ces marais aménagés pour justement vérifier l'abondance de poissons qui montent, qui descendent, etc. Puis, ce qui est amusant, en fait, et je ramène le fameux graphique, c'est qu'on a beaucoup de succès. Et ces marais-là sont très productifs. Pourquoi? On pense que justement, si on prolonge la crue de 3 semaines dans ces milieux-là, on retrouve des conditions qui prévalaient avant la modification de l'hydrogramme, finalement, de tous les barrages qui ont été installés dans le système. Et ce sont des espèces qui sont bien adaptées à ces conditions-là. C'est quand même chouette, après toutes ces années-là, de faire ces liens-là. Je terminerai en disant que pour moi, c'est très clair que pour aborder la suite, il va falloir faire des alliances avec toutes sortes de partenaires qui vont inclure des expertises différentes, ingénieurs, biologistes, géomorphologues, si on veut restaurer les habitats et leur connectivité, mais il va falloir aussi s'associer avec les gens, les sources, donc les ports, les gens qui s'intéressent à la navigation plus spécifiquement, pour être capable peut-être de faire bouger les choses dans le bon sens. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Si vous avez des questions. Je ne sais pas si reste pas. Merci beaucoup, Marc. Il nous reste 10 minutes de questions, mais ça fait rondement, je pense. C'est super intéressant. Donc, qui a des questions pour Marc? Audrey, vas-y, tu brûles. Est-ce que j'ai vu des autos comme déflecteurs dans une des passes? Des autos? Oui, des automobiles, donc ça ressemblait à ça. Est-ce que c'est... J'espère que non. J'espère qu'on se trompe. Dans les déflecteurs, sur lesquels de travailler avec les marins, ça, moi, je vois des autos, mais c'est peut-être ma vue qui n'est pas bonne. Ouais, on va dire que c'est la qualité de la photo. OK.
Non, en fait, je pense que ce sont des bottes de paille qui ont été comme lestées. Puis, C'était ma première question, ouais, puis non. je trouvais ça surprenant. On se rassure, non? C'est anecdotique. Ma vraie question, c'est comment au ministère vous faites pour prioriser un peu, comme la liste est longue. Fait que je ne sais pas si tu pourrais nous parler un peu de comment le processus de priorisation de tout ce qu'il y a à faire dans le fleuve du Saint-Laurent. Ça ressemble à quoi? Ben, d'abord, si on regarde dans l'histoire, depuis les 20-25 dernières années, il y a des vagues, hein, il y a des modes. On s'intéresse aux pluies acides, on s'intéresse aux UV, on s'intéresse au changement climatique. Dans le fond, pour moi, là, quand je m'intéresse au changement climatique, je m'intéresse à quoi? À la température puis à la quantité d'eau, au débit, qui sont des variables de base. Fait que si je m'intéresse, donc nécessairement, je veux dire, je vais devoir probablement démontrer la pertinence reliée à cette nouvelle vague, évidemment, mais je ne pourrais pas y aller d'une façon complètement désincarnée. Là. Il y a une suite logique quand même dans tous en tout cas, moi, dans tous mes travaux que je vois, je la vois bien, la suite logique. Maintenant, au ministère, de quelle façon fait-on la priorisation, établit-on un rang de priorité? Ben, c'est sûr qu'on est une unité qui fait de la recherche, mais on est aussi dépendant des décisions politiques. Donc, par exemple, je sais pas, mais le bar rayé, ça a été vraiment un dossier qui a été très chaud aussi. Nous, on est arrivé avec certaines recommandations, mais ça ne veut pas dire que les choix politiques qui vont être faits après vont nécessairement cadrer avec ça. La pêche chaude aussi, il y a eu des recommandations très claires qui ont été faites à l'époque à l'étage politique, mais à un moment donné, cet aspect-là ne nous appartient pas. Mais disons que les priorités qu'on se donne, certainement, sont reliées à la conservation. Et puis aussi aux pêches, finalement, au maintien des pêches. Il y a une loi aussi qui nous dit quand même que les pêches, ben, je veux dire, il faut accorder une priorité aux autochtones, à la pêche sportive et seulement ensuite à la pêche commerciale. C'est vraiment ce rang de priorité-là. Il y a quand même des lois qui sont là pour nous encadrer. Là. Mais ça, après, ben, moi, ça fait quand même depuis 2017 que je fais des démarches auprès de mon ministère pour qu'on développe cette dimension acoustique. Par exemple, ben, on est en 2022 maintenant, puis on voit qu'on fait du terrain là, depuis 2021. Donc, ça prend quand même un certain temps. Mais moi, je trouve qu'on a une belle ouverture, on a une belle écoute quand même à l'interne aussi pour développer des nouveaux projets. Quand on était avec les forêts, ben, la question des ponceaux, peut-être pas toujours facile à aborder, ou alors si elle est facile à aborder à notre niveau, après ça, il y aura peut-être des choix à faire qui sont plus économiques, peut-être. Je ne sais pas si ça donne quand même quelques points de repère là, sur les priorités qu'on peut se donner. Mais, Autre question? Ça rejoint un petit peu la question d'Audrey. Du coup, ce qu'on comprend du diapo, c'est que quand même, c'est beaucoup de pressions physiques sur les habitats. Et je voulais savoir, du coup, si vous étudiez aussi un peu les pressions plutôt physico-chimiques, les rejets de fusées, les métaux lourds, ce genre de choses. Et si vous arrivez du coup, à quantifier ces pressions et peut-être à les classer justement sur le Saint-Laurent, est-ce que c'est plutôt des pressions hydromorphologiques, les principales, ou est-ce qu'on a aussi quand même la toxicité par le métaux? C'est une bonne question, puis c'est peut-être parce que c'est un peu mon dada, la physique. Comme océanographe, je travaille beaucoup avec des physiciens, puis c'était naturel pour moi de me relier un peu à cette expertise-là. Là. Mais des gens comme Sébastien Sauvé, par exemple, qui est chimiste et qui s'intéresse aux effluents, il travaille à l'UQAM, à l'UDM, pardon. Lui a démontré que l'utilisation de molécules œstrogéniques, en fait le rejet de molécules œstrogéniques qui peuvent provenir de la pilule anticonceptionnelle, mais qui peuvent provenir aussi de solvants qui ont les mêmes apparences, en tout cas qui ont des sites actifs qui créent les mêmes effets, si on veut, qui sont œstrogéniques aussi, ben, ça peut causer des problèmes de reproduction, par exemple chez les dorés. On a vu des dorés mâles qui se féminisaient et qui perdaient même leur capacité reproductive reliée à ces rejets-là. Quand on regarde tout ce qui sort par l'effluent de la communauté urbaine de Montréal, mais en fait, je ne devrais pas juste dire de Montréal, parce que c'est celui-là qui a été étudié. Il y en a à Longueuil, il y en a à Laval, il y en a partout. Les grandes villes ont des rejets, puis
le traitement de ces eaux-là, bien souvent, on veut éviter on voudrait que ça sédimente, d'abord, dans des bassins de sédimentation. Donc, on veut éviter que les gros morceaux, entre guillemets, passent. Mais les traitements d'eau, si on fait une ozonation ou si on traite aux UV, ce qu'on a remarqué, et la littérature a démontré que la molécule, si tu la brises, ça se pourrait très bien que les morceaux de molécules se reforment quand même après, plus tard. Donc, ce n'est pas simple. Il y a probablement plus de 100 000 produits que l'on utilise, qui traversent éventuellement notre corps. Ce sont des médicaments qui font très bien le travail, mais qu'on retrouve aussi dans l'environnement et qui créent des problèmes comme ça. Donc, molécules œstrogéniques, il a étudié aussi, Sébastien Sauvé, il a étudié aussi des anxiolytiques pour montrer des effets comparables aussi sur, on va dire, une perte de potentiel reproducteur chez les poissons. C'était plus le doré, je pense que c'était un autre cette fois-là, mais voilà. Puis nous, on n'est pas loin, parce qu'il y a des prises d'eau dans le fleuve aussi. Puis comment est-ce qu'on traite cette eau-là avant de la reconsommer? Donc, voilà, c'est une question tout à fait pertinente. Il y a des gens qui travaillent quand même là-dessus. Oui. Pour l'instant, on n'arrive pas forcément à quantifier quelle serait la plus importante. C'est ça. C'est ça qui est difficile, je pense. Si on travaille en laboratoire, on pourrait effectivement voir un effet particulier. Mais c'est sûr que quand tu travailles avec la synergie de tous ces effets-là, à un moment donné, la perche chaude, je dirais, elle ne sait pas. La pêcherie, la perche chaude, n'a pas décliné qu'à cause de la pression de pêche. C'était une des raisons, mais on avait une perte d'habitat de frais. On a aussi de l'agriculture qui est très développée avec tous les produits qu'on retrouve, les désherbants, ça a probablement un effet aussi sur la végétation du fleuve. Et le lac Saint-Pierre a perdu 80% de sa végétation aquatique depuis 2005. Beaucoup. Donc, voilà, il y a des effets synergiques, certainement. Là. Mais oui, c'est un domaine important et qui est un peu documenté. Les retardateurs de flammes jouent un rôle important aussi comme contaminants. Ils sont étudiés aussi. Oui, anciennement, oui, certainement. Ouais. Avec le bois, tu veux dire? Et tout... Ah oui, oui. Puis le plan d'Action Saint-Laurent, la première phase, dans les années 1995 à peu près, suite à ce premier plan, on a démontré qu'il y avait 83 industries qui ne répondaient pas aux normes, puis qui ont dû soit se mettre aux normes, soit déménager. Il y en a beaucoup qui sont allés au Nouveau-Brunswick parce que les normes étaient plus faibles. Mais il y en a plusieurs qui ont, disons, revu un peu leur façon de traiter l'eau, leur rejet. Puis il y a eu d'ailleurs même Thioxide en 93, je pense, il fabriquait des pigments. Puis donc ils rejetaient beaucoup de métaux lourds et ils ont eu une amende exemplaire de 5 millions de dollars qui ont été réinvestis dans la restauration des habitats. Fait que ça a quand même créé tout un précédent. C'était une période importante durant laquelle on a pu implanter le plan d'Action Saint-Laurent. Ça relie le gouvernement fédéral et provincial pour s'intéresser aux fleuves. Donc, il y a eu des beaux efforts très constructifs qui ont été faits depuis. Bon, je pense que 2 minutes pour une toute petite question, si jamais. Moi, j'en avais une petite. Il y en a une dans le coin. Ah, je vais laisser. Je vais essayer de répondre brièvement, comme ça vous aurez... des questions plus rapides. Ça a diminué leur distinction, mais en même temps, les barrages ont un effet négatif aussi. Et je veux savoir s'il y avait déjà des pistes de solutions qui existent, qui sont peut-être pas mises en application, mais qu'est-ce que ça pourrait être la solution qui fait compromis entre Oui, juste répéter la question parce qu'on n'entendait pas très bien en ligne. Donc, on a parlé des barrages qui peuvent, disons, empêcher les espèces envahissantes de remonter dans les bassins versants, mais en même temps, qui créent une coupure aussi. Là. De quelle façon est-ce qu'on peut résoudre cette question-là? C'est pas simple. La prévention que l'on crée pour éviter, par exemple, ce qui nous préoccupe surtout maintenant, ce sont les lacs, les plans d'eau qui ne sont pas encore contaminés envahis par des espèces exotiques, par exemple, ou même non exotiques, mais qui ne seraient pas
en tout cas de l'écosystème pristine, le premier d'origine. Puis ce qu'on veut, c'est par exemple, on s'organise pour bien nettoyer les chaloupes, pour avoir des stations de nettoyage très sérieuses, justement, puis ça fonctionne bien, pour éviter justement de transporter ces espèces-là dans d'autres plans d'eau. Ce que je disais tout à l'heure, la nouvelle loi ou la nouvelle réglementation en lien avec les poissons à pas vivants, ça aussi, c'en est une qui est importante parce que tout le monde se promenait avec sa chaudière de poisson dans des plans d'eau indigènes, puis finalement, ça faisait planter ça. Il y a eu d'ailleurs une opération importante il y a quelques années pour essayer d'éradiquer le meunier noir. Puis on s'est rendu compte que c'était vraiment très difficile après avoir tenté plusieurs moyens. Le meunier noir est devenu une espèce envahissante dans certains plans d'eau. On a tenté de l'éradiquer, si on veut, puis ça a été vraiment très, très, très difficile. Il y a eu un gros programme de recherche là-dessus. Ce n'est pas des questions simples. Puis moi, j'aurais envie de dire que c'est un peu du cas par cas, dépendamment de où on se trouve, c'est quoi la grosseur du barrage, c'est quoi les espèces envahissantes en question, leur capacité natatoire peut-être aussi, la densité dépendance. On pourra en parler dans longtemps, mais quand il y a une forte densité d'une espèce, c'est là qu'elle a tendance à vouloir coloniser d'autres milieux. Mais si la densité est faible, peut-être qu'elle ne sera pas motivée à le faire non plus. Fait que ça peut être des facteurs à prendre en compte aussi quand on fait l'analyse plus globale, si on veut. Donc, on n'a pas de réponse. Hein. C'est pour ça qu'on ne dort pas quand on pense à ces questions-là. Ouais. C'est bon. Bon, merci beaucoup. Moi, je te poserai à midi, c'est correct. Merci beaucoup, Marc. C'était un plaisir de t'écouter. Très intéressant. Donc, merci à tous d'avoir assisté. Les étudiants se retrouvent à 14h pour les questions. Puis, voilà. Merci. Merci pour l'invitation.